Bonsoir. Nous allons terminer cette journée avec TM, donc pour une table ronde. Donc TM est l'auteur de plusieurs bandes dessinées, en particulier donc Piment Oiseau. Il a eu la gentillesse de nous permettre d'illustrer l'affiche du colloque avec la couverture de cette BD qui, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet, s'inscrit pleinement dans la thématique de notre colloque puisqu'il évoque la question douloureuse des enfants de la Creuse. Mais TM a réalisé plusieurs autres bandes dessinées, la série des Tiburce et Quartier Western. Bon, pas seulement, il en a fait beaucoup d'autres, mais celles-ci qui sont aussi dans notre thématique. Alors, je vais lui laisser la parole. Je crois qu'il va vous présenter pendant quelques minutes, de façon plus spécifique, Piment Oiseau. Et puis après, on ouvrira comme ça une table ronde avec quelques questions, d'abord peut-être entre nous, et puis je vous laisserai la parole pour qu'on évoque avec lui toutes les thématiques qu'il aborde dans ses diverses bandes dessinées. TM, je te laisse la parole. Merci. Donc bonsoir, merci de me recevoir. Je vais juste faire une petite présentation en fait, de moi pour commencer. Donc moi, mes parents sont réunionnais, sont des Avirons et du Tevlave. Et ils sont allés travailler en métropole dans la Poste, comme beaucoup de Réunionnais à cette époque-là. Et moi, je suis né à ce moment-là. Donc voilà, concrètement, je suis né en métropole, mais j'ai une culture réunionnaise parce que je suis revenu à l'âge de 3 ans, 4 ans. Ce qui fait que de 73-74 jusqu'à 84, je suis à La Réunion. Et j'ai vécu une adolescence extraordinaire et qui m'a servi beaucoup pour mes bandes dessinées, parce que j'aimais bien raconter des histoires et que j'aimais bien dessiner, j'aimais bien raconter des histoires, donc tout ça fait que la bande dessinée, pour moi, c'était le moyen le plus simple, le plus évident pour raconter ce que j'avais envie de raconter. J'ai participé à la création aussi du magazine Le Cri du Margouillat, qui est un fanzine donc, de bande dessinée à La Réunion, et qui a permis à pas mal d'auteurs de s'exprimer et aussi de s'exporter aussi en métropole. C'est aussi un peu le but de l'histoire. Et dont moi, donc j'ai eu la chance de faire partie de cela, grâce à une BD donc Tiburce qui est parue dans les années 86-87 par là, et qui par hasard s'est retrouvé dans les mains d'un éditeur en métropole, et du coup qui m'a proposé de faire un projet, et bon c'est parti comme ça quoi. Voilà, donc parallèlement à ça quand même pour les études, moi je voulais faire de la bande dessinée, donc il n'y avait pas à l'époque d'école de bande dessinée à La Réunion. D'ailleurs en métropole c'était un peu compliqué aussi, donc du coup je suis devenu prof, un petit peu je suis pas par accident, hein, parce que j'aime beaucoup ça. J'ai fait des études d'art plastique, et puis au bout d'un moment, au bout des études d'art plastique, doc, licence, machin, j'ai dû faire le CAPES, mais vraiment parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Donc je suis devenu prof, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça pendant 6 ou 7 ans, et parallèlement à ma carrière de professeur d'art plastique, j'ai fait des bandes dessinées aussi, donc, et puis à un moment donné, il a fallu que je choisisse. Et là, je suis allé naturellement vers la bande dessinée parce que c'est ce que je préférais finalement faire. Donc voilà. Pour revenir à Piment Oiseau, qui est l'album dont on parle ce soir, c'est un album un peu particulier dans ma carrière parce que plusieurs points de vue. Premièrement, il a été fait pendant le confinement, donc c'est un album un peu particulier dont pour cet album-là, j'ai besoin de beaucoup de documentation, et malheureusement, je suis tombé dans le confinement, donc ça a été une situation un peu compliquée, mais je m'en suis sorti quand même à différents moments dont on pourra parler tout à l'heure. Alors, Piment Oiseau, c'est c'est un album qui est parti de cette fameuse affaire donc, des enfants qu'on appelle les enfants de la Creuse, mais qui est un peu... On dit les enfants de la Creuse, mais en fait les enfants ont été placés dans différents départements, pas seulement la Creuse, dans plein de départements, et qui concernent donc... alors on dit 2150 enfants, mais en fait c'est pas des enfants, c'est aussi des adultes et des jeunes adultes, des enfants, donc il y a toutes sortes de personnes qui ont été retirées de leur famille et placées premièrement dans des foyers d'abord, et ensuite placées dans des familles, pour certains avec
parfois des drames, mais parfois aussi quelques bonheurs, mais souvent des drames. Donc je disais que quand l'affaire est apparue, donc j'ai été choqué comme beaucoup de Réunionnais, et j'ai toujours voulu depuis ce moment-là raconter cette histoire-là, mais je ne savais pas comment la raconter. Et surtout de quoi partir avec. J'avais pas d'éléments vraiment concrets pour démarrer cette histoire-là, mais j'avais vraiment envie de la raconter. Et du coup, je suis tombé par hasard, vraiment par hasard, sur Gilles Gauvin, en fait, qui est la deuxième photo qu'on voit là, en superbe pull blanc, qui est prof d'histoire géo agrégé, qui a fait partie de la commission d'enquête sur les enfants de la Creuse, justement. Et il se trouve que c'est un ami aussi, et on s'est rencontrés dans un festival de cinéma, donc ça n'a rien à voir avec le sujet, mais du coup, on a discuté pas mal, et j'ai vu que c'était vraiment la personne avec qui je pouvais échanger pas mal sur ce sujet. Et j'avais besoin justement de cette caution scientifique pour avancer sur l'histoire. J'avais aussi vu pas mal de films, vues de photos, de reportages sur le sujet également. Donc tout ça, ça m'a nourri. J'avais plus ou moins une idée de l'histoire que j'allais raconter. Et ensuite, voilà. Donc je me suis mis d'accord avec Gilles en disant, voilà, moi je vais écrire l'histoire. Comme il me semble, et puis je te soumettrai l'histoire, et puis tu me diras ce qui te semble juste, ce qui te semble pas juste, ce qui te semble acceptable ou plausible, voilà, donc donner son avis sur mon scénario. Et on a eu un échange comme ça pendant 2 mois à peu près, où je lui envoyais un texte, et lui me corrigeait en disant, là c'est possible, là c'est pas possible, là il y a un cas effectivement d'enfant qui est dans ce cas-là, là c'est pas possible, bon, voilà. Donc, au fur et à mesure des allers-retours comme ça, j'ai réussi à faire un texte ensuite à la fin, donc au bout de 2 mois, un synopsis qui fait à peu près 2 pages, que j'ai donc envoyé avec quelques pages de dessin à un éditeur. Pour parler de l'éditeur, en fait, c'est assez curieux parce qu'à ce moment-là, donc l'éditeur qui est donc aux éditions Stankiss, au même moment, une personne est venue m'a contacté pour me dire voilà, on sait que tu es réunionnais, enfin tu avais des bandes dessinées sur la Réunion, on a un projet à te proposer qui parle des enfants de la Creuse. Je dis c'est incroyable, enfin, c'est justement là-dessus que je suis en train de travailler. Et elle me dit, oui, il y a une journaliste et un dessinateur qui sont mis au travail. Je dis, mince, tant pis. Mais heureusement, le dessinateur s'est désisté, donc le projet est tombé à l'eau. Et donc je leur ai dit, moi j'ai un projet à vous proposer, et c'est parti comme ça. Donc c'est vraiment un hasard assez incroyable. Et du coup, donc avec tous ces éléments-là, donc je me suis mis à monter le projet. Un projet de bande dessinée, en fait, quand on envoie un projet à un éditeur, je ne sais pas si vous savez, mais on n'envoie pas toute l'histoire, on n'envoie que quelques pages. On envoie un synopsis, donc c'est-à-dire un texte très réduit, donc qui fait 1 page à 2 pages. On envoie également quelques pages de bande dessinée terminées, donc ancrées et colorisées. Et puis parfois quelques dessins de personnages. Et puis on envoie aussi une sorte, ce qu'on appelle un argumentaire, c'est-à-dire un petit texte qui explique pourquoi on a voulu faire cette histoire, à qui on s'adresse et comment on va présenter l'album. Voilà. Et moi, j'avais envie de présenter l'album, de raconter une histoire avec 3 points de vue. C'est une chose que j'avais déjà fait dans Quartier Western, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une histoire qui va se passer au même moment, mais avec 3 points de vue différents. Donc il y aura le point de vue de l'enfant, donc Jean, qui est retiré de sa famille et qui va aller dans les foyers en métropole et puis suivre son histoire. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Jean lui-même, mais plus vieux, donc 40 ans plus tard, qui va revenir à La Réunion retrouver ses racines. Donc ça, c'est une autre histoire. Et une troisième histoire qui est en fait l'histoire de Lucien, qui est un agent qui est un fonctionnaire de la DAS, en fait, la DAS, on va dire, c'est plus simple, et par lequel on pourra expliquer techniquement comment se sont passés ces déplacements d'enfants. Voilà, j'avais besoin de raconter aussi ça. Parce que dans les différents livres que j'avais lus sur l'histoire des enfants de la Creuse, c'était souvent des témoignages d'anciens enfants exilés, donc qui racontent leur aventure personnelle. Et il y a toujours, bien sûr, c'est à chaque fois un drame. Mais techniquement, c'est assez compliqué de comprendre comment ça a été possible. Donc, grâce à Gilles, qui m'a un peu expliqué comment s'est passé ce phénomène, enfin, la façon dont les enfants ont été retirés, administrativement, c'est ça qui était intéressant de voir. Et ça, cette histoire-là, l'histoire de l'administration, je l'ai essayé de la traduire par l'histoire donc, de Lucien, qui est un agent de la DAS. Donc ça, c'est la troisième histoire dans l'album. On va voir. Donc ça, ce sont le découpage, c'est ce qu'on appelle le découpage.
Alors, je reviens un petit peu en arrière. Quand on envoie le dossier à l'éditeur, donc le dossier dont je vous parlais, avec un synopsis, des pages, etc., l'éditeur, il dit OK, ça m'intéresse ou non, ça ne m'intéresse pas. Bon, là, ça l'intéressait, parce que de toute façon, il était venu me chercher pour ça. Donc, je savais que c'était plutôt gagné. À ce moment-là, on signe un contrat d'édition, et puis c'est parti pour l'aventure, donc il va durer à peu près 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, je suis sur cet album, et il tombe justement pendant le Covid. Voilà. Donc, là, c'est le problème, parce que moi, j'avais prévu de venir à La Réunion plusieurs fois pour prendre de la documentation, faire des photos, etc. Donc, ça a été très compliqué. Malgré ça, grâce à Gilles aussi, qui a pu me faire passer des documents, des films et des photos qu'on a pu échanger avec des anciens enfants, pas des anciens exilés, etc., j'ai pu avoir ma documentation. Donc voilà, donc j'ai commencé donc l'album. Ah oui, ça, je reviens un petit peu en arrière. Donc là, ce sont les découpages. Donc c'est-à-dire qu'on fait d'abord un vague croquis avec des toutes petites cases. Alors c'est incompréhensible, mais moi je me comprends, donc c'est le principal. Donc c'est comme ça. En fait, c'est un pré-découpage pour savoir de combien de pages on a besoin pour raconter tel ou tel événement. Mais ça, c'est pour moi, c'est vraiment ma cuisine interne. Une fois qu'on a fait ça, je commence à passer au dessin en lui-même. Donc le dessin, donc je fais des croquis. Alors je dispose, pour aller plus vite, j'ai une technique que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Ce que vous voyez en haut à droite, ce sont des gaufriers, c'est-à-dire que ce sont des pages qui sont déjà avec des cases déjà tracées. Et j'en ai une centaine à peu près de différentes formes. Il y a des cases. Alors, je les appelle par des jolis noms, par des chiffres. En fait, quand vous avez 2 cases en haut, une case au milieu et 2 cases en bas, j'appelle ça 212. Voilà, comme ça je sais que j'ai besoin de... Et j'ai toute une liste de cases qui sont toutes prêtes comme ça. Ça me permet de gagner beaucoup de temps à ne pas tracer les cases, parce que ça, c'est un temps perdu. Donc, on gagne beaucoup de temps à faire ça. Et une fois que j'ai besoin de, par exemple, d'une page 212, par exemple, eh bien, je l'imprime et je commence à faire mes croquis dans les cases. Donc, c'est ce que vous voyez à droite, voilà, des croquis. Et j'utilise ensuite pour l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est-à-dire qu'il y a le crayonné, et ensuite, on fait un dessin définitif à l'ancrage. Mais comme pour cet album-là, j'ai décidé d'utiliser que le crayon, je fais un ancrage au crayon. C'est-à-dire que sur le crayonné, sur le croquis, je décalque, grâce à une table lumineuse que vous voyez au milieu, là, je décalque et je redessine avec un crayon plus gras, un crayon 4B, 6B, très fin. Je redessine le croquis. Et c'est ça mon ancrage. Et en fait, ce dessin-là, quand je vais le scanner, avec quelques manipulations, ça va monter en densité, ça va devenir du noir, en fait. Voilà, c'est une sorte d'ancrage, mais au crayon. Oui, alors je viens au niveau de la documentation. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai des gros soucis de documentation, mais heureusement que Internet existe. Pour une fois, on va dire oui, bravo. Et puis effectivement, j'ai aussi des souvenirs de La Réunion, parce que j'ai vécu dans les années... Bon, c'est sûr que c'est un peu plus tard, mais 74, bon, j'ai quelques souvenirs. Donc il y a des films qui existent, il y a de la documentation papier, il y a beaucoup de dossiers que me fait passer Gilles Gauvin, aussi certains cas d'enfants particuliers. Il y a des livres, évidemment. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sources différentes qui permettent d'avoir un peu une idée plus précise de cette époque-là, dont je me suis servi. Donc voilà, donc là il y a donc des photos voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, donc je vous disais tout à l'heure pour la structure du récit, en fait, donc il y a une histoire qui concerne Jean enfant. Donc en fait c'est l'histoire qui sera en rose avec un monochrome rose. Ça c'est l'histoire de Jean petit, quand il est retiré de sa famille et qu'on suit son destin. Voilà, toute son histoire sera avec cette couleur rose là. L'histoire de Jean plus vieux, donc qui a 60 ans, qui revient pour retrouver ses racines, elle sera en vert, donc avec la couleur verte. Et tout ce qui est en jaune, c'est l'histoire de Lucien, donc l'agent de la DAS, avec qui on va, en le suivant, on va comprendre quel est le cheminement administratif qui a mené à ça. Voilà, donc j'ai eu besoin de séparer ces 3 époques avec des couleurs pour que ce soit beaucoup plus clair au niveau de la lecture et qu'on n'ait pas de doute sur la temporalité de l'histoire. Voilà. Et entre chaque chapitre également, on s'était mis d'accord avec Gilles Gauvin pour mettre ce qu'on appelle un encart en fait avec des informations que j'ai intitulé la Gazette de Bourbon, la Gazette de La Réunion, pardon.
et dans lesquels on a mis des informations qui étaient difficiles de mettre en bande dessinée, notamment des chiffres ou des données qui sont un peu compliquées à rendre en dessin. Donc on s'est permis de faire des encarts d'informations comme ça. Juste des croquis aussi pour la couverture, parce que la couverture c'est la chose la plus compliquée à faire en bande dessinée. Et le titre est compliqué à trouver aussi. Donc il y avait des titres que j'avais trouvés mangue verte, donc des mangues qui sont pas assez mûres, qui ont été cueillies trop jeunes. Voilà. Mais c'est un titre qui existe déjà. Alors soit il y a des titres qui existent déjà à part entière, ou alors des titres qui ne veulent rien dire du tout. Donc moi j'ai choisi Piments Oiseaux parce que je voulais un titre avec 2 mots déjà. Et un élément, donc piment qui fait local, oiseau parce qu'il y a un oiseau qui s'envole loin. Enfin bon, c'était compliqué de trouver un titre cohérent. Hein. Et il y a notre histoire sur le sous-titre en fait. Au départ, l'éditeur tenait à mettre les enfants volés de la Réunion. Gilles n'a pas voulu garder ce terme-là. Les enfants oubliés parce que le terme volé, il y a beaucoup de cas différents en fait. Donc il voulait pas que ce soit non plus ce type de trajet-là. Donc voilà. Ensuite, voilà, ça c'est les 3 dessins le même personnage à des âges différents. Voilà, c'est juste pour montrer. Il a à côté un dessin qui a été fait par un vrai enfant pour illustrer le dessin des enfants dans l'album. Voilà, et c'est tout pour cet album-là. Merci beaucoup. On ne se connaît pas avec TM, donc ce que je vais dire, c'est pas du tout de la flatterie entre copains. J'ai trouvé que Piments Oiseaux, c'était une leçon d'histoire extraordinaire. Moi, je l'ai lu en me disant, mais c'est extraordinaire d'arriver à capter cette histoire si compliquée, avec autant de controverses, d'épidermie dans les différents parcours, et de la montrer comme ça. J'ai trouvé que c'était à la fois d'une limpidité extraordinaire, et honnêtement, pour avoir lu énormément de bandes dessinées, je crois que c'est la seule bande dessinée que j'ai fini de lire en ayant la larme à l'œil. Ouais. Et en te détestant d'avoir fait louper à Jean sa sœur autant de fois avant qu'on arrive au final. Voilà, mais vraiment, en termes d'oublier la BD, de livre d'histoire pour comprendre, pour aborder ce drame des enfants de la Creuse. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est surtout sans manichéisme. Il n'y a pas les gentilles familles et puis la méchante administration ou d'autres choses. Tout le monde a sa culpabilité et puis sa vérité. Et j'ai vraiment trouvé que c'était extraordinaire et que l'ambiance de la Réunion de cette époque était rendue de façon magnifique. Alors parallèlement, alors à moins qu'il y ait des questions peut-être tout de suite sur Piments Oiseaux, on élargit sur les autres albums ou vous voulez intervenir tout de suite? Alors, si on élargit sur les autres albums, je trouve qu'ils ont tous un point commun pour moi. C'est quand même une part très importante qui est laissée à l'enfance, dans Quartier Western, évidemment dans Tiburce et dans Piments Oiseaux. Et en même temps, je trouve à chaque fois, c'est des enfances dans... Alors, même si on prend Tiburce, qui paraît être très léger, très gaguesque, en même temps, je trouve qu'on est dans des enfances où il y a beaucoup de violence ou de tension qui s'exercent sur les enfants. Alors, est-ce que ça correspond à un souvenir? Comment est-ce que c'est venu? C'est un souvenir, une réalité? Parce que bon, les curés, les bonnes sœurs, et puis même les parents, ils ont tous la malaise là-dedans. Non, c'est une réalité. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, j'ai fait du catéchisme, comme imposé, on va dire, en famille. Et c'est des choses que j'ai vraiment vécues, quoi. La violence des prêtres, c'est des choses que j'ai vraiment vécues, oui. Ouais. Et choqué, j'étais choqué par ça. Après, l'ambiance de Quartier Western, c'est tout à fait l'ambiance du quartier où j'habitais, donc à côté de Saint-Jacques, en fait, avec la boutique qui faisait le coin et tout ça. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues, bien sûr, qui sont complètement fantasmées aussi, après, avec le recul. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'était un western. Ouais.
un quartier, c'était le western. C'est un western. Oui, c'est assez. Bah oui, bien sûr, oui, c'était assez rude, quoi. Mais je garde comme un très bon souvenir cette époque-là, mais c'est vrai que c'était assez rude. Oui. Et donc ça t'apparaît comme étant marquant de la société réunionnaise, parce que alors, tu as fait beaucoup d'autres bandes dessinées. Il y a en particulier une série qui nous sort de la Réunion, Malika. Où là, on est dans les jeunes de banlieue. Alors Malika Secousse, ça se passe en banlieue, dans un quartier populaire, où là aussi j'ai vécu, j'étais prof en fait, à Évreux, en ZEP, et Malika Secousse et même Zap College sont des personnages qui sont inspirés d'élèves que j'ai eus. Bon, complètement modifiés bien sûr évidemment, pour des raisons de loi. Mais non, il y avait alors bien sûr c'est des gags, donc tout est inventé, mais il y a des situations de départ qui sont vraies. Par exemple, pour Malika, il y avait la ville qui au collège, on faisait des fresques en fait dans la cité, dans les escaliers, et puis je sais que les gens, la ville n'a jamais supporté ça, ils nous ont fait repeindre 10 fois. Enfin, il y a plein de choses, puis il y a une vraie tension. Et à La Réunion, c'était autre chose. C'était moi, je garde un souvenir quand même assez dur, mais assez plaisant de cette époque-là quand même. Parce que bon, Tiburce avec sa roue de voiture. Ouais. Bah ça c'est le week-end, j'allais chez ma grand-mère aux Avirons, on jouait à ça avec mes cousins, ouais, on faisait comme si on avait une moto, et en fait c'est un pneu avec 2 bâtons, donc on n'avait pas les moyens. Puis c'était plus rigolo qu'une moto. Donc voilà, donc on s'amusait avec pas grand-chose. C'était assez... moi c'est des souvenirs d'enfants. Je me souviens de jeux assez brutaux, notamment envers les animaux, je me souviens. Je me souviens de batailles navales avec des bibs, donc des araignées sur des petits radeaux en bois. On faisait des batailles avec des araignées. On mettait des cigarettes ou des pétards dans la bouche des crapauds, des caméléons. C'était horrible. Hein. Voilà. Donc c'est une jeunesse un peu violente, on va dire. Effectivement. Tiburce avec les caméléons, à la fois pour en faire des lave-glaces, ça c'est... des harpes, il y a toute une on peut tout imaginer avec un caméléon, on peut tout faire. Hein. Mais donc cette ambiance, en lisant comme ça Tiburce, on a l'impression aussi d'une très grande liberté. Et puis en même temps, si Tiburce il est libre à faire ce qu'il veut, c'est parce que le père désalcoolise pas, la mère s'occupe pas de lui, donc ça t'est venu aussi par les gens qui étaient autour de toi. C'était une ambiance. Oui, moi quand j'étais petit, on jouait tout le temps dehors, et puis les enfants étaient dehors tout le temps, donc même jusqu'à très tard, donc on faisait un peu, je dis pas n'importe quoi, mais on s'amusait avec pas grand chose et on était dehors, quoi. Donc voilà. Parce que bon, parallèlement aussi dans le quartier western, tu vas plus loin, on a quand même un inceste qui est plus que, je ne vais pas dire suggéré parce qu'il n'y a pas de scène là, mais la réalité d'une jeune fille qui est enceinte et que on sait que c'est le petit père, ça apparaît directement. Il y a, ça, ce sont des réalités de la société réunionnaise, qui même comme partout d'ailleurs. Hein, mais ce que je veux dire dans le quartier western, moi j'adorais faire quartier western parce que je pouvais mettre à la place de tous les personnages. Et comme c'était justement un même récit qui est vu par différents personnages, c'était très intéressant de voir comment l'autre voyait la même scène en fait. Et donc j'ai adoré me mettre à la place de différents personnages, quoi. Le choix du zoomorphisme pour quartier western, je crois que c'est la seule fois que tu as fait ce choix. Si j'avais fait une histoire dans le Cri du Margouillat qui se passait dans les thermes de Célos, je crois, je sais plus, avec des personnages avec des animaux, enfin des têtes d'animaux. Je trouvais ça rigolo parce qu'on pourrait leur faire un peu des têtes de, enfin, c'était plus riche au niveau expression. Et puis ça donne aussi tout de suite le caractère des personnages, quoi. Voilà, il y a le chien, c'est un chien, c'est un chien, quoi. Les animaux ont des caractères. On voit tout de suite quel est le caractère de chacun avec une tête d'animal, quoi. Et donc
Et ça m'a posé un problème parce que j'avais proposé ce projet-là à différents éditeurs en métropole et ils m'ont tous dit à peu près la même chose. Ils m'ont dit ouais, mais les têtes d'animaux, ça fait un peu trop jeunesse. Donc on va pas, ça ne nous intéresse pas, alors que le propos est plutôt un propos adulte. Oui. Donc il y a un décalage. Pour eux, c'était difficile de le vendre ou de le placer dans une collection particulière, quoi. Donc, voilà. Tu as évoqué un petit peu le cri du Margouillat. Il faut être quand même signalé qu'on a la chance à La Réunion d'avoir une création en bande dessinée qui a été particulièrement riche et finalement beaucoup d'éditeurs qui ont suivi, qui ont aidé. Oui. Est-ce que tu as une explication aussi de... Je pense que dans la salle, il y a quelqu'un qui pourrait expliquer ça mieux que nous. Il y a Polo qui est en haut là, qui est fondateur du Cri du Margouillat. Mais en fait, à l'époque du Cri du Margouillat, il n'y avait rien. Enfin, il y a en bande dessinée. S'il y avait quelques bandes dessinées qui apparaissaient dans le journaux un peu épisodiquement, mais il n'y avait pas de support vraiment régulier de bande dessinée. Et du coup, ça a tout de suite été un support assez riche, et c'était le seul. Donc, et puis on pouvait s'exprimer en créole. Enfin, tout était assez libre. Hein, donc, on prenait tout le monde. Tout le monde faisait ses armes dans le Cri du Margouillat et ça a permis à beaucoup de gens de s'expérimenter et puis de rencontrer un public et puis d'aller un peu plus loin aussi, de se faire éditer localement ou même nationalement. Donc ça a été une chose incroyable. Ça n'existe pas forcément dans les autres dom-toms, hein, donc c'est assez particulier à La Réunion. Et est-ce que vous aviez à l'époque des liens avec Madagascar qui avait aussi, mais alors dans un autre genre, une culture BD assez poussée dans les années 60-70 ? Il y a pas mal d'auteurs qui sont venus au Cri du Margouillat, dont on a fait paraître les pages aussi, parce que Madagascar, je pense qu'il manquait pas mal de support et puis il manquait de tout en général. Donc beaucoup de Malgaches ont dessiné dans le Cri du Margouillat, notamment Anselme, d'autres, et qui ont fait paraître des histoires et qui ont été connus à cause de ça. Ouais. Mais aussi des Mauriciens, aussi des Seychellois, un peu de tout. Et maintenant on a des Malgaches qui vivent à Maurice, qui continuent à produire beaucoup, je crois. Je sais pas, donc cette ambiance... on va dire que le cri du Margouillat, qu'est-ce qu'il a finalement motivé et comment la revue a-t-elle évolué? Peut-être surtout pour revenir dans le cadre de notre colloque, on est au début des années 80, je ne me trompe pas. On est dans une ambiance... post-colonial, est-ce qu'il y a une volonté politique dans le Cri du Margouillat autour de ces situations? Oui, il y a toujours une liberté. De toute façon, on n'a jamais été censuré ni quoi que ce soit, donc on a pu dire ce qu'on voulait. On a fait la BD en créole, ce qui n'est pas évident non plus à l'époque. Et puis on a été un petit peu à une époque on a aussi fait le Margouillat, donc qui était un encart plutôt je dirais un peu rentre dedans, quoi, on va dire, politiquement. Donc on a été libre, surtout important. On était libre, on n'a jamais été censuré par quoi que ce soit, et donc c'était un support vachement bien, quoi. On fait tourner... Ouais. J'aurais une question concernant la langue, parce que vous avez parlé du créole. Est-ce que la BD, c'était un moyen pour s'exprimer en créole plus facilement que dans un roman ou dans la poésie? C'était plus évident d'utiliser les créoles en forme dans un BD que dans une autre forme de livre. Non, c'est moins évident parce qu'en bande dessinée, il faut lire l'image et le texte en même temps, pratiquement. Donc c'est compliqué de lire le créole. Alors, le problème, c'est le choix de la graphie, quoi. Alors donc chacun écrivait un peu n'importe comment le créole en fait à l'époque. Donc il n'y avait pas vraiment de graphie imposée. Moi, j'avais opté pour une graphie assez proche du français. D'autres avaient choisi une graphie différente. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai toujours peur
qu'on passe trop de temps sur le texte et pas sur l'image, alors qu'en bande dessinée, il faut vraiment synthétiser les deux dans la même lecture. Et c'est pas évident, quand on n'est pas habitué à lire le créole, de déchiffrer le créole et ensuite lire l'image. Donc après, maintenant, je sais qu'il y a une graphique qui est intéressante, graphique cadre, comment ça s'appelle ça ? Graphique cadre, qui est plus simple, je trouve qu'en niveau lecture, qui est plus simple et plus évidente à lire en même temps que l'image. Voilà. Dernière question, rapport au créole. Oui, Géraldine, je le vois, elle est encore là. Parce que je pense à... Mais ça, c'est récent, parce que je travaille sur la légende de Paul et Virginie. Et là, récemment, il y a le BD mauricien Paul et Virginie. Et il est sorti en français et il est sorti en créole. Est-ce que... Mais bon, c'est récemment. Est-ce que c'est... Pourquoi ? Est-ce que ça suffit pas de sortir dans une des deux ? Je sais pas pourquoi, mais c'est plutôt une question. Je sais pas si Géraldine pourrait répondre, mais pour vous, est-ce que ça arrive souvent que les BD maintenant à La Réunion, à Maurice, ça sort dans les deux langues, et est-ce que c'est nécessaire ou... Voilà. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'expriment en français ou en créole, qui se comprennent quand même. Après, non, j'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Il y a des bandes dessinées qui, entièrement en créole, ne posent pas de problème. D'autres, oui. Enfin, ça dépend vraiment du projet de la bande dessinée, quoi. Si vous faites, si vous racontez les rapports entre un maître et son esclave et que vous faites parler les deux en créole, on ne va pas sentir le décalage entre le maître et l'esclave, par exemple. Il y a cette fonction-là aussi de différence de langue qui est importante dans l'histoire. Donc voilà, donc ça dépend de ce qu'on veut raconter. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ces explications. Je suis historienne et je m'intéresse aussi à la manière dont les BD peuvent raconter une histoire. Donc c'est ce croisement de perspectives, je trouve ça très intéressant, aussi les différentes temporalités. Et je voulais, j'ai pas lu malheureusement, pas encore, mais je voulais demander si vous avez aussi eu des modèles. Et comme vous avez parlé du zoomorphisme, je pensais à Maus, par exemple, qui parle de la Shoah. Mais voilà, est-ce qu'il y a des grands modèles ou est-ce que c'est vraiment vous partez d'une histoire et après la forme, c'est... Oui, c'est ça, on parle d'abord de l'histoire. Ouais. Ce qui est important en bande dessinée, c'est l'histoire avant tout, quoi. Après, la forme, elle vient naturellement. Après, selon les habitudes graphiques du dessinateur, ça dépend de ce qu'il a envie de faire. Mais non, d'abord, c'est l'histoire. Après... c'est que la forme, elle vient après, quoi. Voilà. Et en parlant d'histoire, parce qu'il y avait, j'espère ne pas mettre les pieds dans un plat, mais il y avait un autre nom sur le programme, et donc vous travaillez à deux, ou comment ça se fait, ou ça dépend des livres, ou j'ai pas très bien compris. Non, Gilles Gauvin, qui était prévu à ma place, en fait, il est historien, et il m'a servi de caution historique pour le Piment Oiseau. C'est lui qui m'a aidé à trouver les documents historiques pour écrire l'histoire. D'accord. Voilà. D'accord. C'était le monsieur en col blanc. Col blanc, voilà. Ah, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, alors bon, j'ai plein de questions. Je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Je vais commencer par votre sous-titre, les enfants oubliés. Donc c'est à la fois le passé, c'est la mémoire, c'est à la fois c'est l'histoire, c'est la mémoire. Donc ça, c'est des questions, c'est pas tout à fait la même chose. Donc vous nous avez un peu expliqué toute l'historique de la genèse de votre ouvrage. Mais oui, quel était votre projet et quel est votre rapport à l'histoire, mais avec un H, parce qu'il y a l'histoire... Bon, en anglais, c'est simple, on peut faire la différence entre history et story. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, comment est-ce que vos histoires à vous, elles se positionnent par rapport à ce qu'on appelle l'histoire officielle. Bon. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous venez de dire, c'est que le collègue, alors je pensais que c'était l'historien Gilles Gauvin qui écrivait les textes, mais en fait les textes, c'est vous qui les écrivez. D'accord, donc quel est le rapport aussi entre l'historien et l'homme qui utilise aussi la fiction et l'imagination, et comment négocier un peu, voilà, donc plein de questions, mais...
Moi, ce que je voulais faire d'abord, c'est comprendre cette histoire-là. Bon, après, j'ai voulu faire... je me suis dit, bon, il faut que je fasse une fiction, parce que si je fais un reportage de bande dessinée, comme ça se fait aussi souvent, hein, un BD reportage, moi, je ne suis pas très intéressé par ça, j'ai envie de lire une fiction. Donc j'ai envie de raconter une fiction, mais avec une base historique. Et donc c'est pour ça que j'ai eu besoin du renfort de Gilles Gauvin pour tout ce qui est historique. Mais l'histoire, d'abord, au départ, c'est moi qui l'ai écrite de A à Z, la fiction, et ensuite je me suis servi de Gilles pour trouver des points d'appui sur l'histoire. Voilà. Et modifier de temps en temps, si par hasard ce truc-là n'est pas possible, trouver une autre solution dans ma fiction pour raconter mon histoire, quoi. Voilà. Donc voilà, avant tout, c'est la fiction que je voulais faire, voilà, sur un fond historique. Et puis je voulais vous demander, j'imagine que, parce qu'il y avait eu aussi des associations de personnes adultes, hein, qui étaient ces enfants victimes. Est-ce que vous avez été lu par ces personnes? Est-ce que vous avez eu un retour de votre lectorat? Et notamment, bon, le lectorat, de toute façon, il est varié, vous voulez toucher le plus de monde possible, mais notamment ceux qui ont vécu cette histoire. Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu des échanges de documentation, notamment avec l'association des exilés d'outre-mer. On m'a envoyé des photos personnelles et tout ça, qui m'ont servi pas mal de documentation. Et puis je les ai rencontrés. Alors après que le livre soit sorti, par contre, il y a eu des colloques où on a fait venir des enfants, enfin des exilés, on va dire ici. Et je les ai rencontrés à ce moment-là. Et donc ils ont eu chacun un bouquin. Et puis je les ai rencontrés, mais ce qui était assez troublant, c'est que toutes ces personnes-là qui étaient des créoles, ils avaient tous des accents différents de la France. Voilà. Et ça, c'était assez étrange et assez touchant. Et je les ai rencontrés une deuxième fois où c'était assez dur, parce que chacun, il y a une exposition de pages en fait, et ils se disaient, là, dans l'image, c'est moi. Je dis, non, je vous connais pas, monsieur, enfin, on s'est pas connu. C'est moi. Et donc, tout de suite après, il racontait son histoire, et voilà, ça sortait comme ça, et c'était assez dur à entendre quand même beaucoup de cas comme ça. Donc, ça servit aussi des victoires. Moi, j'ai écouté beaucoup leurs histoires, et c'était assez dur. Ouais. Alors j'ai deux questions par rapport à la langue. Est-ce que vos BD sont traduites? Je dirais, elles sont en créole. Est-ce qu'il y a eu des traductions, je ne sais pas, en anglais, en portugais? Quartier Western est traduit en espagnol. C'est par un éditeur espagnol. Voilà, donc c'est traduit en espagnol. Ouais. D'accord. Alors je ne sais pas, par contre, comme je ne parle pas très bien espagnol, je ne sais pas quel est... comment ils ont tourné la chose, quoi. Je ne sais pas. Ok. Et puisque je suis bibliothécaire, je voulais savoir comment vous trouvez votre documentation, parce que je crois avoir compris que vous ne vivez pas à La Réunion. Non, je ne vis pas à La Réunion. Vous avez évoqué ça. Et donc, comment vous faites? Beaucoup Internet? Enfin voilà, ça m'intéresse. Alors, voilà, Internet, beaucoup. Avec bibliothèque, peut-être? Des envois de fichiers, et puis des fois des voyages aussi. Hein. Des fois, je viens ici aussi pour documentation. Donc voilà, un peu de tout, films, livres, images, magazines, enfin de tout, quoi. C'est juste une petite question de curiosité, si on veut. Enfin, il y a eu, je crois, une émission sur Arte sur les enfants de la Creuse, mais est-ce que c'était après? Enfin, est-ce qu'il y avait un lien avec votre travail ou... Je ne crois pas. Est-ce que ça a déclenché d'autres, finalement, d'autres... Non, moi le reportage qui a pas mal déclenché l'envie de raconter, c'était un reportage sur... ici, mais ou c'était l'inverse? Un monsieur qui revenait, c'était sur France, je ne sais plus quelle, France O, je crois, à l'époque, et qui revenait donc 40 ans plus tard retrouver sa famille, et qui en fait ça se passe pas très bien parce que ils ont rien à se dire en fait. Et donc il y a une espèce de grand silence entre lui et sa famille qui est assez assourdissant. Ça dure 2 minutes et c'est filmé, hein. Donc en 2 minutes il se passe rien, et ce silence-là il veut tout dire, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez fort. Bon, il faut lire votre...
Bonjour. Je voulais savoir quels sont les thèmes qu'abordent les dessinateurs réunionnais quand ils montrent l'île de la Réunion, en fait. Enfin, qu'est-ce qui est montré de la Réunion, en fait? Tout plein de choses, ça dépend quel... Quand on évoque la période, là, 50-70 oui. par exemple, qu'est-ce qui ressort, en fait, de la part des dessinateurs? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dessinateurs qui s'intéressent à cette période-là en particulier. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans mes histoires, ce que j'ai essayé de rendre un peu, c'est le côté brut, en fait, de la société de la Réunion. Assez brutal, ouais. Assez brutal, assez rude, ouais. Donc, jusque dans les années 80, c'est ce qui ressort, en fait. Ouais. Une Pour moi, société oui. difficile, d'accord. Ouais. Avec, De ce point de vue-là, puisque ça nous amène beaucoup plus tard chronologiquement, mais qu'est-ce que tu penses de la vision, là aussi au niveau de la brutalité qui ressort de Pêche-Requin Parce que je crois qu'il a fait pas mal polémique quand même. Donc, oui, c'est en fait, c'est un album qui est sorti chez, je ne sais même plus qui, bref, qui raconte l'histoire de pêcheurs qui pêchent le requin avec un chiot. Donc c'est suite à un fait divers. Bon, ça fait scandale. Pourtant, c'est un fait c'est une réalité. Hein. Donc, par contre, c'est un petit truc sur un ensemble de choses. C'est assez bon. Ça existe. L'histoire n'est pas extraordinaire non plus, je trouve. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire en album, je trouve. Mais bon, voilà. tu as actuellement des projets autres que forcément. Ouais, ben. Donc là, j'ai un album. Enfin, on a un album avec Olivier Apollodorus qui est tout au fond là-bas, qui est scénariste. Un album qui sort en fin du mois qui s'appelle 20 décembre et qui parle de l'abolition de l'esclavage, donc, et à travers les yeux de Edmond Albus, donc c'est l'esclave qui a inventé la fécondation artificielle de la vanille. Donc on suit la vie d'Edmond Albus et puis cette façon dont il a vécu cette journée particulière du 1848. Voilà, et ça sort la fin du mois. J'aurais encore une question en tant que pédagogue. Vous avez dit que vous êtes prof, vous aimez bien le métier. Art plastique, si j'ai bien compris. Et aussi, parfois, les jeunes, la vie c'est rude. Est-ce que dans vos cours, le BD, ça peut être un moyen de s'exprimer pour les jeunes Est-ce que vous travaillez avec des BD en cours Vous faites bien de parler de ça, parce que c'est justement à cause de ça que j'ai quitté l'éducation nationale. Parce que, en fait, je voulais monter, quand j'étais prof à Brapanon d'art plastique, j'ai voulu monter un atelier de bande dessinée le samedi. Et on me l'a refusé, en fait. Et c'est au moment où j'hésitais à choisir à continuer ou pas. Et donc, ça m'a aidé à laisser l'éducation nationale. Donc, à l'époque, la bande dessinée n'avait aucun poids, elle n'existait pas, elle n'avait aucune utilité. Donc, moi, je voulais faire de la bande dessinée. Je voulais aussi partager la bande dessinée avec des jeunes. Ça n'a pas été possible, donc j'ai arrêté. Et puis, non, de toute façon, j'enseigne en école d'art la bande dessinée, par contre, pure et dure. Donc, je suis très content. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être terminer sur cette note très optimiste. Alors, tout va bien maintenant pour la bande dessinée. C'est fantastique. Ça a changé quand même. Merci beaucoup pour cette présentation et toutes ces explications. Merci.